Merci, bonsoir à toutes et tous. Moi aussi, remerciements aux camarades qui m'ont proposé d'animer ce débat. Et je le fais très très volontiers. Merci à Eric d'être parmi nous. Alors je vais être très très rapide pour laisser bien sûr Eric exposer son dernier livre, mais je voulais vous faire un tout petit retour sur le livre donc, que vous aviez déjà écrit tous les deux avec ton frère en 2016 et qui s'appelait « Sans domicile fisc » et qui reprend tout à fait les propos de Fabien, puisque ce livre avait permis de mieux appréhender en tant que militants que nous sommes et militantes que nous sommes, les enjeux d'évasion, d'optimisation et de fraude fiscale, parce que souvent on mélange un peu tous les termes, peut-être tu y reviendras. En tout cas, ce livre très pédagogique nous avait permis de connaître mieux ces enjeux, comme l'a fait Fabien à l'instant. Ce qui était bien aussi dans ce livre, c'est que tu démontrais qu'il n'existe pas de fraude, d'évasion et d'optimisation sans que les États soient complices. Donc on le voit bien là aussi quand Fabien nomme Darmanin comme directeur de cette société offshore. Et que donc les États ont une grande complicité avec les forces du capital quand il s'agit de soustraire à leurs obligations fiscales et même sociales, mais ce n'est pas le débat de ce soir. Alors tu nous rappelais dans ce livre aussi, peut-être que tu remettras les compteurs à jour, mais qu'en France, tous ces systèmes pour échapper à l'impôt représentent entre 60 et 100 milliards d'euros par an. Donc vous voyez, on parlera après de la dette, et quand on fait le rapport, du coup, la dette devient beaucoup moins impressionnante. En Europe, c'est en gros 1000 milliards d'euros par an. Et je suis allée voir un petit peu ce que ça pouvait représenter dans le monde. C'est à peu près 8% du PIB mondial, du produit intérieur brut. Donc c'est en gros 8% de la richesse mondiale qui échappe à la taxation. Ça, c'était un peu à grands traits, excuse-moi, hein, le biotope de ton livre de 2016. Alors, tu as très justement fait un nouveau livre en 2021, puisque tu t'es finalement posé la question, 5 ans après, où nous en sommes. Alors, malheureusement, et tu vas, je pense, nous donner plus d'informations, la financiarisation, non seulement, elle ne s'est pas ralentie, on aurait pu imaginer, parce qu'il y a eu des scandales, tu y reviendras aussi, il y a eu une prise de conscience, y compris citoyenne. Bon, on s'est dit, peut-être ils vont se faire un petit peu plus petits. Non. La financiarisation de notre économie est poussée à l'extrême, tu le décris bien dans ton livre. Alors, on pouvait se poser la question, ça fait 2 ans qu'on subit la crise de la Covid. Bon, là aussi, prise de conscience collective, pertinence des services publics, de la puissance publique, besoin d'argent, donc de l'impôt, de la cotisation, etc. Bon, ça va un peu se calmer. Pas du tout. Tu nous démontres qu'au contraire, le capital, encore plus rapace que d'habitude, a fait des choux gras. Et tu nous le diras, comment les plus riches et les richissimes se sont encore plus enrichis sur la peau, bien évidemment, des peuples du monde entier. Et enfin, il y a cette question qu'on voit arriver partout dans les médias, que ce soit audio, TV ou les médias journaux. On est en train de nous mettre comme épouvantail la question de la dette publique. Et tu en parles dans ton livre, je sais que tu vas intervenir ce soir sur ce sujet, et ça va être un des thèmes de la campagne, puisqu'on sait que la dette publique est un argument pour nous tétanuser, pour nous empêcher de revendiquer, pour nous empêcher d'apporter des solutions alternatives. On nous fait peur avec cette dette publique, tu vas y venir. Donc face à ça, une fois que le constat est fait, vous nous proposez dans votre livre une dizaine de solutions. 10 solutions qu'on va, peut-être pas les 10, mais quelques-unes que tu choisiras, mettre en débat pour savoir si on peut faire autrement. Parce qu'on a l'impression que c'est une course qu'on est en train de perdre. Ben non, il y a des solutions et tu vas nous les expliquer. Donc je vais te passer la parole. Et pour essayer de finir ensemble, je ne sais plus si tu l'as dit, Bruce, on va essayer de finir vers 21h30 pour permettre la signature des bouquins et que tout le monde puisse partir sereinement. Donc je te passe la parole et je te remercie encore une fois d'être avec nous. Très bien, merci.
Merci à vous tous d'être venus un soir ici parler de milliards. Effectivement, c'est l'unité de compte, le milliard, et j'ai découvert aussi qu'on parlait aujourd'hui de téramilliards. Hein, un téramilliard, c'est 1000 milliards. Donc, vous voyez, l'échelle, effectivement, rapportée à une vie humaine, ça ne nous parle pas, c'est trop loin, c'est trop gros. Mais c'est comme ça que ça se passe. Ce que Fabien Roussel décrit à la tribune de l'Assemblée, c'est malheureusement pas un sketch, c'est pas de la fiction, c'est la stricte réalité. C'est ainsi que les choses se passent. Alors, effectivement, on avait produit un premier livre il y a 5 ans, tu l'as rappelé, je ne vais pas y revenir dans le détail, où déjà on avait dépeint un peu le paysage, l'état des lieux. On s'était appuyé sur des travaux parlementaires qu'Alain et moi avions produits au Sénat et à l'Assemblée, et l'idée c'était de partager, de rendre ce sujet populaire pour que ça suscite l'action, l'engagement des gens, sans lesquels rien ne se passerait, mais j'y reviendrai. Alors, avec l'éditeur voulait qu'on fasse une espèce de réactualisation du bouquin 5 ans plus tard, parce que le premier bouquin, on ne s'attendait pas à ce qu'on a vécu. Je le rappelais tout à l'heure, on a été invité dans 42 départements à l'époque, on a fait 85 débats publics comme ce soir, on a dû rencontrer 9-10 000 personnes, de tous horizons, des militants, des associations. On a même fait des clubs d'entreprise qui nous ont invités. On a fait des tenues blanches avec les francs-maçons. C'est la première fois de ma vie que j'assistais à ça. C'est assez spectaculaire. Et pour couvrir toute la palette, on a fait également la communauté chrétienne dans le Nord, le diocèse de Cambrai, à l'invitation de l'évêque de Cambrai, Monseigneur Garnier, décédé de pluie malheureusement. Mais il y avait 200 militants chrétiens progressistes de la JOC, du MRJC, CCFD Terre Solidaire. Enfin, voilà, des gens engagés, comme nous pouvons l'être, à leur façon, avec leur foi, mais sur ce sujet-là, de l'argent qui échappe aux États et donc qui échappe aux sociétés. Donc vraiment une expérience très riche pour nous, qui nous a beaucoup amené à réfléchir, et on va le rappeler, on va rappeler quelques chiffres quand même. Effectivement, ça a été dit, le coût de l'évasion fiscale pour un pays comme le nôtre est situé entre 60 et 100 milliards d'euros par an, effectivement. 60 et 100 milliards, ça n'est pas rien. Le budget de la France, là, pour 2022, qui vient d'être voté, c'est 309 milliards en recettes et 450 en dépenses. Donc le déficit, on en parlera tout à l'heure. Et vous voyez l'échelle, quoi. Alors on ne va pas régler ce problème de l'évasion fiscale en 1 an, pas même en 2 ans. On estime qu'il y a une génération de travail, encore faut-il que ce travail s'engage, qu'il y ait une vraie volonté politique de mener ce travail. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on s'inscrit. On a une démarche militante, comme vous tous, comme plein d'autres sur le sujet, parce qu'il y a un tas de gens qui travaillent sur le sujet, parce qu'il est fondamental. Il est absolument fondamental. Alors je voudrais quand même évoquer une bonne nouvelle. Parce que dans les meetings, enfin dans les réunions qu'on faisait, évidemment la première réaction c'est la sidération par rapport aux chiffres, par rapport à la sophistication des systèmes, par rapport aux complicités des politiques, on en a eu malheureusement, ce qui explique en partie que les choses n'avancent pas aussi vite. Mais la deuxième question qui vient immédiatement après, les gens disent « mais qu'est-ce que je peux faire, moi, comme citoyen? Est-ce que moi, je peux faire quelque chose ?» Et donc, ça nous a trottiné dans la tête, cette idée. Et le deuxième bouquin, c'est un peu ça, l'idée. C'est d'aller un peu plus loin et d'avancer de manière plus offensive sur des pistes de travail. Ce n'est pas des solutions prêtes à porter, on soumet ça au débat. On soumet ça au débat. Voilà, en 10 pistes, je vais en choisir quelques-unes pour les détailler ensuite. Mais c'est ça, la démarche du deuxième bouquin. Et puis on avait commencé à travailler, et puis on a été bousculé, comme tout le monde, par la pandémie. Hein, ce Covid qui a chamboulé nos vies, arrêté l'économie mondiale. Arrêter l'économie mondiale, sauf l'économie des friqués. Voilà. Et c'est hallucinant. Et le tilt, je me souviens, chaque année, j'achète le magazine Challenge. Vous savez, je lis l'Humanité, je lis Liberté, notre hebdomadaire dans le Nord, là, mais je lis régulièrement le Figaro, les pages saumon du Figaro. Je lis Les Échos, le journal de Bernard Arnault, notre champion milliardaire national, international, et je lis Challenge, régulièrement. Et chaque année, Challenge, au mois de juillet, publie le palmarès des 500 premières fortunes professionnelles de France. C'est du lourd, hein? Alors, en juillet 2021, je me dis, ils vont quand même avoir senti l'effet du Covid, eux aussi. L'économie s'est arrêtée. Eh ben non. Je me souviens du titre, sur la première page du magazine. En pleine année Covid, une année record pour les dividendes, pour les profits, pour les milliardaires. À la fin de ce quinquennat Macron,
le patrimoine cumulé de ces 500 milliardaires, c'était à peu près 500 milliards. Vous voyez? On est presque doublé en fin de quinquennat. On est à 900 et quelques là. C'est-à-dire que même l'année Covid, même une économie à l'arrêt, l'économie s'est arrêtée dans le monde. Vous vous souvenez, mars-avril, on a appuyé sur un bouton et tout le monde a arrêté de produire. Et après, c'est reparti, mais on n'est pas encore au 100%. Et donc, l'économie ralentit. Ben, malgré ça, les dividendes, les patrimoines, les fortunes ont continué de progresser comme s'il ne s'était rien passé. Alors, il y a un premier enseignement à tirer. Ça démontre parfaitement ce qu'on dit depuis des années, c'est que l'argent, la finance, est complètement déconnecté de l'économie réelle. Sur les transactions financières qui se déroulent 24 heures sur 24, parce que là, la bourse de Paris est fermée, enfin Euronext est fermée, mais à Hong Kong, ça va ouvrir. Et dans quelques heures, New York ouvrira, vous voyez. Donc la finance tourne 24 heures sur 24. Sur l'ensemble des transactions financières qui se déroulent dans le monde, c'est moins de 2%, 1,6% je crois, qui ont un lien avec l'économie réelle. L'économie réelle, c'est la production de biens et de services pour l'humanité, pour nous tous. Tout le reste, c'est-à-dire plus de 98%, c'est la spéculation. C'est la finance qui tourne sur elle-même. C'est la finance auto-centrée. Vous voyez? Alors, j'ai eu un exemple récent dans Le Monde du 23 novembre, tout récent. Je vais vous lire un petit extrait qui démontre ce que c'est que la finance qui tourne sur elle-même. Alors, c'est un sujet, banque, assurance, des milliards pour gonfler les cours de bourse. On est toujours en pandémie. BNP Paribas, Société Générale, l'AXA rachètent leurs actions pour les détruire ensuite et ainsi faire monter leur valorisation boursière. Je lis le premier paragraphe avec un exemple. Le 29 octobre, alors que BNP Paribas vient de publier d'excellents résultats trimestriels, des analystes de JP Morgan, une grande banque américaine, précisent dans une note que la banque française, je cite, a surpris avec un rachat d'actions inattendu de 900 millions d'euros. Cette opération consiste pour une entreprise à racheter ses propres titres pour les détruire ensuite. Cela favorise mécaniquement les actionnaires, le capital et le nombre d'actions ayant diminué, le bénéfice par action progresse et le cours de bourse monte. Ce mode de rémunération des actionnaires vient compléter le versement annuel d'un dividende. Alors ces pratiques de la BNP Paribas n'ont pas enrichi la France, n'ont rien créé, n'ont pas créé de lits d'hôpitaux, de classes, de lycées, d'argent pour les collectivités, c'est de l'argent qui est revenu aux actionnaires de la BNP Paribas, qui est la première banque européenne. Vous voyez? Voilà, c'est ça la finance non éthique. C'est la finance qui tourne sur elle-même. Un exemple récent, et ça continue tout ça. Donc c'est ça qui nous a amené dans le deuxième bouquin à réfléchir à l'état des lieux. Est-ce que vous vous souvenez des discours émus de M. Macron, comme il sait faire, comme hier soir? On a presque pleuré, tellement c'était émouvant. Et il disait, souvenez-vous, pendant les conférences de presse qu'il faisait pendant le Covid, pendant les confinements, il se remettait en question, moi y compris. Nous devons imaginer le monde d'après. Comment imaginer que les infirmières et les enseignants que nous rémunérons si mal, il avait dit ça, vous vous souvenez de ça? Donc il a annoncé un monde d'après qui serait différent. Et quand on fait le bilan de cette pandémie, le monde d'après, c'est comme le monde d'avant, en pire. En pire. Alors là aussi, il y a eu récemment un article dans Le Monde à propos d'un rapport qui est sorti sur l'état de la pauvreté dans le monde. Et, vous l'avez eu aussi, je vais en lire aussi un extrait. Un éditorial, c'est Le Monde, c'est pas l'Humanité, c'est Le Monde, du 8 décembre, tout récent. Société plus égalitaire, la solution est politique. Ça nous ramène à notre engagement. La solution est politique. Un extrait. En 2020, année de la pandémie, les milliardaires ont ainsi engrangé des gains de plus de 3 000 milliards d'euros grâce à la forte hausse de l'immobilier et des marchés financiers. Les 10% les plus riches possèdent désormais les 3/4 de la richesse mondiale, quand la moitié la plus pauvre de l'humanité n'en détient que 2%. Cet écart n'est plus soutenable. Le monde. Donc le constat est fait, que ça ne peut plus durer, que cette finance doit être remise au pas et servir l'intérêt général. Voilà, c'est ça l'objet du bouquin qu'on vient de lancer. Alors quand même une bonne nouvelle, en disant vous êtes des rêveurs, vous êtes des utopistes, on ne peut rien faire contre ça. Si. Cette semaine, on a eu une bonne nouvelle. Vous avez entendu parler de la banque UBS.
la banque suisse, c'est l'une des plus grandes banques du monde, qui a été condamnée par la justice française, enfin, à 1,8 milliard d'euros d'amende, de pénalité, etc. Alors, en première instance, ils étaient condamnés à 4,5 milliards. Alors les banques, elles ont des avocats, elles sont puissantes, elles ont une force de frappe considérable, mais ce que je retiens de ce jugement, c'est que la culpabilité de la banque a été enfin reconnue par la justice française. Et ça n'est pas rien. Parce qu'ils ont toujours nié. Alors j'explique en 2 mots le cas d'UBS. Parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans les travaux de la commission d'enquête en 2012 l'un des lanceurs d'alerte qui a signalé ces pratiques de la banque. Ça a commencé en 2009, il y a 12 ans. Ce lanceur d'alerte s'appelle Nicolas Forissier. Donc je l'ai rencontré, je l'ai auditionné, on a échangé, on a fait connaissance. Il n'a pas mes opinions. Il se définit plutôt comme un gaulliste social. Son père était militaire, mais il a une éthique. Et sa profession au sein de la banque UBS, c'est de veiller au bon respect des règles déontologiques. Regardez s'il n'y a pas de triche, en gros. Il était auditeur interne de la banque. Et donc, un jour, il a découvert qu'il y avait une double comptabilité. Parce que la banque UBS a fait quelque chose de tout à fait illégal, ce pourquoi elle a été condamnée par le tribunal, j'y reviendrai après. Elle a envoyé en France, c'est une banque suisse, donc il y a des agences à Genève, Lausanne, Zurich, elle a envoyé en France des conseillers, des commerciaux, pour contacter des grosses fortunes françaises pour leur permettre d'ouvrir des comptes non déclarés chez eux en Suisse. Alors ça se faisait pas dans la rue, ça se faisait à l'occasion d'événements mondains, Roland Garros par exemple, une soirée à l'Opéra de Strasbourg, on privatisait l'Opéra pendant une soirée, et donc Strasbourg-Genève, c'est pas très loin, et donc on envoyait les commerciaux, on invitait les gros portefeuilles, les grandes fortunes dans ces belles soirées, champagne, petit four, machin, et on rencontrait ces gens. Et c'est ainsi qu'ils ouvraient des comptes non déclarés en Suisse, donc pour échapper à l'impôt. C'est de l'évasion fiscale pure. Donc UBS a été rattrapé par la patrouille grâce au signalement des lanceurs d'alerte, mais c'était il y a 12 ans. Entre-temps, Nicolas Forissier, il a rendu un rapport à sa hiérarchie en lui disant « Écoutez, j'ai découvert des choses pas très normales, double comptabilité, avec des ordinateurs cryptés, chiffrés. On est dans James Bond, c'est James Bond. Les commerciaux, ils arrivaient avec des consignes strictes de ne pas parler à la police. Ils avaient un ordinateur chiffré. Ils avaient des consignes très strictes de leur direction. Donc il donne le rapport à sa hiérarchie, qui lui dit « Écoute, Nicolas, j'ai vu ton rapport. Il faudrait que tu le réécrives, et si tu le réécris, tu auras 1 million d'euros. » Ça s'est passé comme ça, je vous jure que c'est vrai. Alors ce Nicolas Forissier, comme je l'ai dit, il a une éthique, il a des principes, il a des valeurs, et il a refusé. Évidemment, dès qu'il a refusé, ça s'est gâté pour lui. On lui a fait des histoires, il a fait des pressions y compris dans sa vie personnelle. On lui a dit un jour... parce qu'après, on bascule dans le banditisme. Vous voyez ? Au début, c'est un peu policé, mais après, si le gars résiste, on utilise d'autres moyens. On lui a dit, on sait où tes enfants vont à l'école, un jour, on lui a dit. Un jour, il a retrouvé un rat crevé sur le pare-brise de sa voiture. Ce genre de choses. Une espèce d'intimidation. Et un jour que je l'ai rencontré, on a vérifié que nos téléphones étaient coupés. On les a coupés, parce qu'on peut, à partir de ça, c'est James Bond. Il m'a dit, tu sais, Eric, quand tu prends le métro, ne reste pas trop au bord du quai. Je dis, ah bon, pourquoi tu me dis ça? On ne sait jamais. Et maintenant, c'est con, mais quand je prends le métro, je me mets contre le mur du fond. Non, mais c'est invraisemblable. J'ai jamais rien subi, sauf un truc que je raconterai tout à l'heure. Mais voilà, on tombe après dans le banditisme, ni plus ni moins. Donc il a été licencié, bien sûr, il a fait appel au prud'homme, il a gagné. Et là, il y avait ce procès au pénal qu'il vient de remporter par la décision de la justice française, qui enfin condamne cette banque, qui enfin voit sa responsabilité reconnue, sa culpabilité reconnue. Il a gagné. Ça fait 12 ans que ça dure. Et ça fait aujourd'hui, ça fait 6 ans, parce que c'est une chose à laquelle il tient, il ne demande pas d'argent, il demande à avoir l'ordre national du mérite. Vous voyez, pour des raisons morales, éthiques. Voilà, par rapport à son père, par rapport à sa culture, à son éducation, il aimerait avoir l'ordre national du mérite. J'ai fait un premier courrier dans ce sens à Michel Sapin en 2016. On est en 2022 bientôt. J'ai dû faire une quarantaine d'interventions.
Parce qu'à chaque fois, on renvoyait, c'est pas le Bercy qui s'en occupe, c'est la chancellerie, c'est pas la chancellerie, c'est Matignon, c'est pas Matignon, c'est Darmanin, c'est pas Darmanin, enfin bref, on m'a tourné en nourri comme ça, mais je ne lâcherai pas l'affaire, j'irai jusqu'au bout. J'ai même passé des mots au ministre aux questions d'actualité dans l'hémicycle, comme ça se fait, hein, rappelant le dossier, on me répond je vous fais suivre, etc., blablabla. Et je vous jure que c'est vrai, on attend, là, la demande est à Matignon, j'ai écrit à Castex quand il a été nommé, pour rappeler le dossier, j'appelle régulièrement, je ne lâcherai pas, j'en fais une question de principe pour lui, et pour dire que c'est pas normal que des banques trichent comme ça. Elles pratiquent l'évasion fiscale, elles en font métier, mais là, elle est condamnée, là, elle vient de perdre. Voyez, donc je parle de ces exemples-là pour dire que c'est pas fatal, qu'on peut gagner, dès lors qu'on mène la bataille, on peut gagner. Voilà, c'est pour ça que je voulais insister là-dessus. Voilà, un dernier mot sur l'état des lieux, parce que tu en as parlé, on ne va pas revenir là-dessus, c'est le premier bouquin. Ça n'arrête pas, hein. Depuis Cahuzac, 2013, souvenez de Jérôme Cahuzac, ça a fait un mal à la République, ça. Je ne sais pas si on mesure bien le tsunami que ça a représenté. Je ne sais pas, je vois encore sa photo, là, en novembre 2012, avec un pupitre devant lui, lutte contre la fraude fiscale. Je n'oublierai jamais cette image de ma vie. Et puis, en 2013, crac, il s'est fait épingler, avec des comptes en Suisse et à Singapour. Terrible. Terrible. Mais aujourd'hui, M. Cahuzac n'est pas en prison, il est en Corse, dans sa maison, avec un bracelet électronique à la cheville. Moi, je veux bien, hein. Si on me condamne à vivre ici 5 ans avec un bracelet électronique à mes pieds, je vais accepter. Vous voyez? J'en profitais pour écrire un nouveau bouquin. Voilà. Balkany, lui aussi convaincu de fraude fiscale. Je parle des cas les plus emblématiques, mais il y en a plein. Lui, il est à Cheverny, dans son manoir à Cheverny, il a aussi un bracelet électronique, il souffre. Ben, voilà. Il a mal au dos. Il a mal au dos. Donc l'évasion fiscale n'est pas considérée comme un délit pénal, vous voyez? Voilà, un autre problème. Donc voilà, donc, depuis Cahuzac, on en est, je crois, à 14 révélations de ce genre. Je ne vais pas toutes les énumérer, vous les connaissez, les Panama Papers, les LuxLeaks, etc. Les 2 derniers en date, je vais en parler. Les Pandora Papers, en octobre, vous vous souvenez? 3 jours, Le Monde a fait un travail remarquable là-dessus. Merci la presse. Merci la presse. C'est jamais Bercy qui dénonce les scandales. Jamais. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, hein. À la DGFiP, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Mais Bercy politique, voilà, ils sont choqués, ils sont émus, ils sont indignés, ils vont vérifier, et ça continue. Depuis Cahuzac 2013, donc 14 affaires de ce type. Donc les Pandora Papers, un seul chiffre, 11 300 milliards de dollars stockés dans les paradis fiscaux dans le monde. 11 300 milliards de dollars. Ça en fait des bouteilles de Saint-Joseph, hein. Ça, c'était Pandora Papers. Et aujourd'hui, plus personne n'en parle, hein. Ça fait un peu d'émotion, 2-3 jours. La presse nationale, un peu. Et puis ça retombe, quoi. Et au mois de février dernier, si vous vous souvenez, il y a eu l'affaire OpenLux. Le Monde, encore une fois. Hein, une enquête sur le long cours, pendant des années de travail. OpenLux, 2 chiffres. Alors, on découvre. On confirme l'existence de sociétés offshore, hein, c'est comme ça qu'on appelle en anglais, au Luxembourg, 55 000 sociétés offshore, dont un grand nombre détenues par des familles françaises d'ailleurs, 55 000, représentant des actifs cumulés de 6 500 milliards d'euros. 6 500 milliards d'euros, 20 fois le budget de la France. Au Luxembourg, c'est pas très loin, enfin c'est un peu plus loin parce que là on est dans le Vaucluse, mais c'est voilà, c'est tout près de chez nous, c'est à nos portes, 550 000 habitants. Autrefois, ils faisaient de l'acier, maintenant, ils font du fric. Ils font de la finance. Et la finance opaque. Hein, les boîtes aux lettres, des sociétés fictives qui n'ont aucune activité, qui n'ont pas de personnel, juste une boîte aux lettres, une adresse au Luxembourg, qui justifie qu'on puisse bénéficier de la fiscalité du Luxembourg. Amazon, dont les chiffres ont explosé pendant la pandémie. Vous ne pouvez pas sortir, les gens ont cliqué, voilà, c'est ainsi. 44 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, Amazon. Bezos, il peut s'envoyer en l'air, hein, avec ça. Sa filiale Europe est au Luxembourg. Impôt, 0. Ils ont même déclaré des pertes. Non, mais c'est hallucinant. 44 milliards de chiffre d'affaires en euros pour l'année 2020, une année où tout s'arrête. Voilà. Donc, ce constat étant fait, on s'est dit, on va remettre une couche, quoi. On va remettre une couche. Donc le bouquin, c'est ça. Alors voilà, sur le constat, je ne m'étends pas, le temps étant compté, on va surtout parler espoir, proposition et mode d'action. Voilà.
On a fait 10 propositions, je vais en choisir quelques-unes, mais bon, on pourra peut-être compléter. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le premier bouquin, on avait lancé une idée un peu utopique, mais il faut de l'utopie. Les congés payés en 1920, c'était utopique. Hein. Le droit de vote des femmes, c'était utopique. La sécurité sociale, c'était utopique. L'école publique, c'était utopique. Et puis ça s'est fait. Plus personne ne viendrait là-dessus. On avait lancé l'idée d'une COP fiscale mondiale. Alors, ça ne règle pas tous les COP, on l'a vu. Hein, avec le climat, à la fin de la COP 26 à Glasgow, on a pleuré. Mais au moins, ça rassemble tous les États du monde, 200 États à peu près, pour parler de ce sujet, pour ouvrir des chantiers sur l'harmonisation, sur la transparence, et une COP auquel on associerait pas seulement les chefs d'État, mais des ONG, des lanceurs d'alerte, des syndicats, des citoyens, pour parler de ce sujet qui nous concerne tous, quoi. Vous voyez ? On avait lancé l'idée, alors, au début, ça faisait un peu douter les gens, mais cette idée a été adoptée sous forme d'une résolution par l'Assemblée nationale en février 2017, juste avant la fin du quinquennat de Hollande. Le monde de la finance, c'est mon adversaire, vous vous souvenez ? Mon ennemi. Mon ennemi. Mon ennemi. Mon ennemi. Ça a duré un jour. Hein. Ça a duré un jour, le 22 janvier 2012, un discours magnifique que j'aurais pu signer. Et ça s'est arrêté là. Enfin, bref. Et donc, ça a été adopté à l'Assemblée nationale. Ça a été adopté au Conseil économique, social, environnemental, le CESE, qui l'a repris aussi, repris par des ONG comme ATTAC, comme Oxfam. Voilà. Bon, ça n'a pas... Au Sénat, ça a capoté, parce que si le Sénat l'adoptait, ça devenait une résolution française. Oui. Donc ils se sont dit, bon, on ne va quand même pas aller trop loin. Donc je l'ai soutenue au Sénat, mais elle n'a pas été adoptée. Ils nous ont dit, non, mais il y a déjà des choses, il y a l'OCDE, blablabla. Bon, bref, ils ne voulaient pas politiquement que ça aboutisse. Mais ça reste vrai, cette COP, vous voyez ? Et l'idée ensuite de cette COP, sur la feuille de route, j'en ai parlé, des thèmes qu'on pourrait évoquer, ça serait de créer un organisme. Pour réguler le commerce dans le monde, il y a l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Pour la santé, l'Organisation mondiale de la santé. Pour la finance, il y a des machins, mais qui sont aux mains des financiers. Hein, il y a le FMI, il y a la Banque mondiale, voilà. Nous, on voudrait créer un OMF. Alors, ce n'est pas l'Office des forêts, hein, c'est l'Office mondial de la finance. Alors, c'est un outil, quoi. Et là aussi, qui rassemble beaucoup d'autres gens que les simples financiers. Parce que les financiers défendent leurs intérêts. Voilà, c'est de bonne guerre. Donc cette finance, pour la remettre au service de tous, il faut passer par une organisation internationale comme ça, sous l'égide de l'ONU, qui rassemble tous les États, et là aussi des lanceurs d'alerte, des financiers hétérodoxes, voilà, des gens qui ont l'intérêt général chevillé au corps, quoi. Voilà le sujet. Donc on avait lancé cette idée dans le premier bouquin, on la reprend, avec en plus ce prolongement de création d'un office mondial de la finance. Et d'ailleurs là, le président Macron va présider l'Union européenne à partir du 1er janvier. Ben voilà un premier sujet, selon nous, à mettre à l'agenda avec ses partenaires européens, plutôt que de nous refaire le pacte d'austérité, etc., etc. On s'occupe de ça, les amis. On s'occupe de ça. Et là, on aura les moyens ensuite de régler la question des migrants, de la transition énergétique, des inégalités, de la pauvreté, de l'illettrisme et des vaccins. Et des vaccins. Hein ? Voilà, première proposition, c'est celle-là. Deuxième proposition, assécher les paradis fiscaux. Alors, d'abord, mettons-nous d'accord sur une définition unique, mondiale, internationale, dans le cadre de cet OMF, des paradis fiscaux dans le monde. Parce que, au sein de l'Union européenne, pour l'Union européenne, il n'y a pas de paradis fiscal au sein de l'Union européenne. Ah bon ? Tiens. Pourtant, on a parlé du Luxembourg tout à l'heure, OpenLux. C'était le Luxembourg. C'est pas un paradis fiscal, le Luxembourg ? Un peu. Paradis fiscal, c'est pas compliqué. Hein, c'est une fiscalité très faible, voire nulle, une très grande opacité. Alors, dans le jargon des financiers et des gens bien élevés, on appelle ça la confidentialité. On appelle ça le secret des affaires. C'est autre chose. Non, c'est de l'opacité. Et puis, troisième, c'est un système juridique très simple, quoi. Fabien a démontré à la tribune de belle manière qu'on pouvait créer une société offshore à partir de ça. J'ai fait l'essai une fois, j'ai fait comme lui. Je suis allé sur un site qui s'appelle SFM Offshore, qui a son siège à Genève, mais qui a aussi des filiales à Dubaï, à Singapour, à Hong Kong.
Alors j'ai rempli le petit questionnaire aussi, j'ai mis une société, j'ai inventé un nom de société, j'ai choisi les îles Vierges britanniques, j'ai désigné ma fille comme responsable, elle n'est pas au courant, il ne faut pas lui dire. J'ai désigné ma fille, voilà. Donc il me crée la société, il me crée le compte en banque, il me donnait un cachet, voilà, tout était réglé. Il suffisait que j'envoie un virement de, je ne sais plus, 2000 euros, un truc dérisoire, et une photocopie de mon passeport. Alors je me suis arrêté là, évidemment. Hein. Si j'avais fait, je ne serais pas en train de vous parler. Hein. Je serais ailleurs. Et je me suis arrêté là. J'envoie le formulaire. 2 jours après, je reçois une réponse. Cher Monsieur Bocquet, nous avons bien reçu votre demande d'inscription, de création de société. Nous vérifions qu'elle n'existe pas déjà dans le territoire que vous avez choisi et reviendrons vers vous, blablabla. Je ne réponds toujours pas, évidemment. 3 jours plus tard, il me relance. Et là, c'était plus Monsieur Bocquet, c'est Cher Eric. Je vous jure que c'est vrai. Cher Eric, nous n'avons pas eu trace de votre paiement, sans doute ça nous oublie de votre part, blablabla. Bla, bla, bla. Je ne réponds toujours pas. Puis après, c'est tombé à l'eau. Mais voilà, ça aurait pu se passer comme ça. J'aurais pu créer une société aux îles Vierges britanniques, désigner ma fille, puis aujourd'hui, j'aurais mis de côté un peu d'argent peut-être. Enfin, c'est monstrueux ce truc. C'est monstrueux. Bon, voilà. Donc, mettons-nous d'accord sur une définition des paradis fiscaux. Désignons clairement au sein de l'Union européenne, commençons par là, l'Irlande, j'adore l'Irlande, j'adore la culture irlandaise, j'adore la Guinness, j'adore le whisky irlandais, mais le rugby, mais c'est un paradis fiscal, ils ont un taux d'impôt société à 12,5. C'est la moitié d'une autre, un peu moins même encore. Ouais. Nous, on va aller à 25, parce qu'il faut être compétitif, blablabla. Et en fait, c'est même pas ça, ça c'est le taux facial, comme on dit. Mais un groupe comme Apple, qui fabrique ces petits appareils-là, il a son siège Europe à Dublin, pour des raisons fiscales. Apple, ça pèse 2000 milliards de dollars. Hein. C'est monstrueux, c'est colossal. Et il paye un taux effectif de 0,005%. Ouais. Voilà. Pareil pour Google. Google Europe, il a son siège à Dublin. Google Europe a été épinglé par le fisc français quand même. Il se fait des choses, hein, il faut le dire. Il devait 7 milliards au fisc français. Google lui dit, attendez, c'est quoi cette histoire? Ils ont mis des avocats sur l'affaire, ils ont contesté la décision en justice au tribunal de Paris, ils ont gagné. En jouant sur l'argument, ce qu'on appelle l'établissement stable. Hein, quand on va consulter sur Google, on considère que l'activité, la richesse, la valeur n'est pas créée en France, elle est transférée à Dublin, donc ça concerne Dublin. Donc le taux d'imposition applicable, c'est celui de l'Irlande, et pas celui de la France. C'est comme ça. Pourtant, si on est 25, 30, 35 millions d'utilisateurs en France, voilà, c'est bien notre action qui génère de la richesse. Bon. Donc ils devaient 7 milliards au fisc qu'ils ont contesté. Alors ils ont négocié avec Bercy. Parce que dans la loi Sapin, il y a quelques années, ils ont créé un truc monstrueux qui s'appelle la Convention judiciaire d'intérêt public. Qu'est-ce que c'est que ce machin? En gros, c'est le plaidé coupable. Ouais, c'est ça. Ok, je vous dois de l'argent, bon, je vous fais un petit chèque, mais surtout, vous ne me mettez pas au tribunal. Google a payé 1 milliard. 800 millions plus un peu de pénalité quand même. 1 milliard payé, il nous en doivent encore 6, quoi. Alors, c'est tout. L'État capitule. Comble du comble, j'ai découvert il y a quelques semaines que Google, je dois encore avoir l'article quelque part, mais je l'ai en tête de toute façon, va aider les finances publiques françaises, va aider Bercy à traquer les gens qui ont fait des piscines dans leur jardin sans le déclarer. C'est vrai. C'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc les gars, ils nous piquent 6 milliards, mais ils vont nous aider à récupérer 150, quoi. 150 millions. Vous voyez dans quoi on est là? Le rapport de force a basculé. Quand on dit c'est un sujet politique, oui, l'État doit taper sur la table, dis donc, hey, c'est quoi ton histoire là? Bah, on a capitulé, on a négocié. Ces grands groupes négocient leur impôt. Ils choisissent le pays où ils veulent le payer en fonction de leur intérêt. Ils n'en ont que faire des services publics en France. Ce n'est pas leur sujet. Rien à faire de ça. Nous, on veut gagner de l'argent très vite et beaucoup. Voilà. Donc, au sein de l'Union européenne, il y a l'Irlande. On peut citer également Luxembourg, on l'a fait. On peut citer Chypre. Dans les Pandora Papers, c'est Chypre qui était cité. Chypre, c'est un membre de l'Union européenne. Hein. Malte aussi. On peut acheter des passeports maltais. Si demain vous voulez devenir maltais, vous achetez un passeport. Ça va vous coûter un peu de sous. Alors après, vous allez en gagner, quoi. Voilà. Donc, citoyen maltais, j'achète le passeport. Ils appellent ça les Golden Visas. Malte, ça c'est l'Union européenne. Hein. Les Pays-Bas, c'est le siège des holdings qui sont aux Pays-Bas. Le siège de la holding Renault-Nissan a son siège aux Pays-Bas, pour des raisons fiscales. Mais Renault, c'est un peu la France. Renault, c'est un peu l'État.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On dit rien, on fait comme les autres. Vous voyez? Donc on est dans l'ambiguïté permanente. Donc les paradis fiscaux, oui, ça existe. Alors j'ai parlé de l'Europe, je ne vais pas m'étendre sur les États-Unis, sur les côtés des Antilles, les Bermudes, les îles Vierges britanniques qui n'ont de vierge que le nom, etc., etc., Singapour, Hong Kong, Dubaï. Voilà, il y a une quarantaine de territoires qui offrent ces possibilités-là dans le monde, quoi. Donc tant qu'il y aura une faille, même si c'est une petite île avec 25 habitants, ça suffira pour qu'il y ait une faille, quoi. Vous voyez? Donc il faut une démarche globale, mais désigner les paradis fiscaux et puis empêcher les flux en direction des paradis fiscaux, parce que ça passe par des banques, tout ça. L'époque de la valise, c'est fini, hein. Maintenant, les flux, on les transfère avec ça. Alors, tout à l'heure, on parlait de téramilliards, et le temps qu'il faut pour transférer de l'argent, ça se calcule en nanosecondes. Nanosecondes, alors, il y a peut-être des matheux dans la salle, j'ai découvert, c'est 10 puissance moins 9 secondes. Et vous mettez un 0, une virgule, vous mettez 9 0 et un petit 1 au bout. C'est le temps pour faire une transaction financière. C'est même pas un clin d'œil. Et j'ai découvert qu'on n'en est plus à la nanoseconde, on est à la picoseconde. Rien à voir avec le Saint-Joseph qu'on a bu tout à l'heure. La picoseconde, c'est 10 puissance moins 12. 0, 12, 0 et 1 au bout, le temps qu'il faut pour transférer de l'argent. Hallucinant. Alors à la DGFiP, où on a supprimé 35 000 emplois depuis 20 ans, plus que ça même, d'accord? Ils font ce qu'ils peuvent, hein. Et puis s'il n'y a pas une consigne politique et des moyens, des postes et des moyens technologiques d'y aller, de s'attaquer à ces trucs, nous on avance à la vitesse des chars à bœufs, j'ai rien contre les bœufs, mais eux ils sont à la picoseconde, quoi. Vous voyez? Voilà. On a dépouillé l'État de ses capacités de s'attaquer à ça. Voilà, donc ça c'est la première solution, assécher les paradis fiscaux. Et qu'on ne me dise pas que c'est pas possible. Vous vous souvenez, il y a quelques années à Chypre, il y avait des problèmes aussi de trafic d'argent avec les oligarques russes, etc. La Banque Centrale Européenne, en une nuit, a bloqué toutes les banques chypriotes. En une nuit. Terminé. Et le lendemain, les citoyens chypriotes ne pouvaient plus tirer d'argent aux distributeurs. On avait bloqué les circuits. Donc on peut le faire. Si on décide de le faire, on peut frapper fort. Et si Chypre veut envoyer sa bombe atomique ou ses chars, on les attend, quoi. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on attend pour taper? C'est pas le peuple chypriote qui est en cause, c'est ce système-là qui permet tout ça. Donc, assèchement des paradis fiscaux, terminé, ils sont là, on y va, et on interdit tous les flux. Troisième axe, l'aspect pénal, l'aspect judiciaire. J'en parlais tout à l'heure. L'évasion fiscale ne constitue pas un délit dans le droit français. On parle d'optimisation, on parle d'abus de droit, nanana. Vous voyez, on est toujours entre optimisation et évasion, tu soulevais le problème. Et j'ai toujours en tête la citation d'un ministre des Finances britannique, le chancelier de l'échiquier, il s'appelle comme ça, Dennis Healey, dans les années 80. Et un jour, il a dit, vous savez, la différence entre l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale, elle est dans l'épaisseur du mur d'une prison. J'ai trouvé la formule excellemment bien dite. Donc voilà. Donc l'évasion fiscale, il faut en faire un délit. Et ça, c'est un Parlement qui décide d'en faire un délit. On change la loi. Premier point. J'ai parlé du verdict UBS. C'est possible, donc. Une banque peut être condamnée. Il faudrait mettre dans la boucle tous ceux qui contribuent à. Parce que la banque, c'est un maillon de la chaîne. Hein, il y a un client, il y a un paradis fiscal. Entre deux, il y a toute une chaîne intermédiaire. Il y a les bureaux, les cabinets d'audit et de conseil, ils s'appellent comme ça. Hein, ils ne s'appellent pas sur leur façade, ils n'ont pas une plaque marchand d'évasion fiscale. Ce sont des cabinets d'audit et de conseil. C'est joliment dit, hein. On les connaît, hein. C'est Deloitte, c'est KPMG, c'est Ernst Young, et puis PwC, PricewaterhouseCoopers, voilà. Essentiellement 3 Américains, champions du monde, les Anglo-Saxons, et puis Français, Deloitte. Voilà, on les appelle les Big Four, les 4 grands mondiaux. Alors eux, ils vous conseillent comment ne pas payer d'impôts. Ils vous proposent des schémas d'optimisation fiscale. L'administration n'en sait rien. Ben voilà, il faut impliquer la responsabilité de tous ces maillons de la chaîne. On ne peut pas s'évader sans un peu d'aide, hein. La valise, c'est fini, l'époque de la valise. Ça, c'était autrefois. On traversait le lac de Genève, ça se fait encore un peu peut-être, mais c'est dangereux. Aujourd'hui, l'argent, il n'est plus visible. Alors, on dit parfois qu'il n'a pas d'odeur, mais je crois que les gouvernements n'ont pas d'odorat. Je crois que c'est plutôt ça le sujet. Donc, Balkany, Cahuzac, j'en ai parlé. Bracelet à la cheville, ok. Voilà, bon, là, Claude Guéant va en prison, je m'en réjouis pas. Hein. C'est triste pour notre République. Il a fauté, il a triché, voilà. Ça ne doit pas faire de bien d'être en prison. Hein. D'accord ?
Alors les cabinets, j'en ai parlé. Et après, il y a un truc dont je voulais parler, une anecdote plus récente, mais qui m'a aussi bousculé. Commission des finances du Sénat, il y a 15 jours. Il y a eu un nouveau scandale révélé au mois d'octobre par Le Monde, toujours, sur l'arbitrage de dividendes. Je sais pas, on appelait ça les Cum-Ex-Files, les Cum-Cum. C'est-à-dire que des gens qui détiennent des actions, des gros porteurs, hein, bon, se délestent, se débarrassent de leurs actions la veille du paiement des dividendes. Vous voyez? Donc, ils transfèrent leur action à une banque qui joue le rôle d'intermédiaire et ils récupéreront l'action 2, 3, 4 jours plus tard, après le paiement des dividendes. Comme ça, ils échappent à la taxe. La banque prend un peu de commission, mais ça coûte moins cher que le paiement de l'impôt. C'est de l'évasion fiscale organisée. Des banques françaises ont été épinglées en 2018. C'est Le Monde qui a révélé ça. Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole. Mais oui, le bon sens près de chez vous, il s'est éloigné. Hein. Voilà. Mais ils font comme tout le monde. Si on ne le fait pas, on va mourir. Vous voyez, on est dans un cercle vicieux, là. Donc, ces 3 banques épinglées. 2018. Je me souviens qu'au Sénat, à l'époque, toute sensibilité confondue, c'était au moment de la loi de finances, en fin d'année, on a déposé un amendement commun. Tous les groupes ont déposé le même amendement. L'amendement des communistes, c'était celui des républicains, et voilà, et en passant par les centristes, tout le monde. L'amendement est adopté au Sénat. Un amendement technique qui empêchait cette pratique d'arbitrage de dividendes, voilà. Donc le budget ensuite part à l'Assemblée, et à l'Assemblée, ils ont pris soin de diminuer la portée de l'amendement en question, il existait encore, mais il n'avait plus beaucoup de portée, quoi. Conséquence, l'affaire ressort en octobre dernier, Le Monde a ressorti un dossier, la journaliste m'a appelé, je me souviens, Anne Michel, pour me dire, bon, on va sortir un dossier, tenez-vous prêts, etc. Boum, ça ressort. Donc la commission des finances du Sénat, qui était unanime à l'époque, l'était encore cette fois. J'envoie un courrier personnel à Bercy pour demander c'est quoi cette histoire. Enfin, je le dis en termes plus ronds. Hein. Bon. Mais l'idée, c'était ça. Et j'ai demandé au rapporteur général de la commission et au président de la commission de faire la même chose. Ils l'ont fait. Il y a eu une audition organisée par la commission des finances avec... enfin, ils avaient invité les banques. Aucune n'a accepté de venir. Je bois un coup d'eau, excuse-moi. Ok. On va bientôt tirer. Non, mais ça vaut son pesant de cacahuètes, ça en dit long sur les complicités. Donc il y avait une table ronde. Donc c'est un gars de la Fédération bancaire française qui est venu. Il y avait une avocate, il y avait quelqu'un de l'autorité des marchés financiers, et il y avait M. Frédéric Iannucci, qui est chargé du contrôle fiscal à Bercy et de la sécurité juridique. Voilà, je passe les détails, l'audition se passe, et M. Iannucci, et j'ai jamais entendu ça dans une commission des finances, où c'est plutôt rond, polissé, voilà. Il met en cause, il montre un graphique où apparaît clairement les pointes des courbes de cession d'actions les veilles de paiement de dividendes. Vous voyez, c'est évident. Et il s'adresse au gars de la Fédération bancaire française, il a dit texto, et je n'apprécie pas que la Fédération bancaire française téléphone au ministre pour dire que nos contrôleurs font n'importe quoi. Je me suis demandé si j'avais bien entendu. Et oui, ça a été repris dans les Échos le lendemain. Vous voyez, ça a été repris le lendemain. Hallucinant. Alors j'ai envoyé un mot confidentiel à ce monsieur Iannucci pour le féliciter et lui souhaiter qu'il n'y ait pas de représailles sur sa carrière. Ouais. Mais j'ai senti une espèce de message et d'appel, il y en a marre, quoi. On nous marche dessus. Voyez, bon. Donc s'il y a des complicités politiques, bah oui, elles s'expriment aussi comme ça. La grande proximité entre le politique et le financier, malheureusement, c'est une réalité. C'est pas du complotisme, c'est une réalité. Voilà. Alors il me reste 3 minutes pour parler d'une dernière piste. Il y en a d'autres, mais bon. L'enseignement de la finance. Ça paraît pas, mais l'enseignement, enfin majoritairement, il est orthodoxe, quoi. Il est dans la pensée unique. Voilà. Et donc, vous savez, la pensée unique qui était portée par Margaret Thatcher dans les années 80. Il n'y a pas d'autre alternative. Voilà, il n'y a pas d'alternative. Hein, en anglais, there is no alternative. Et on l'a surnommée Tina. C'est de là que ça vient. C'est pas Tina Turner, c'était Tina Thatcher. Voilà, il n'y a pas d'alternative, voilà, on a mis ça dans la tête des gens. Et dans la formation aussi, on n'a tiré aucune leçon de la crise de 2008. La crise financière de 2008, on n'en a pas du tout tenu compte. Un seul exemple, un seul chiffre que vous avez dans le bouquin. Sur les 209 enseignants universitaires dans cette discipline finance-économie, entre 2000 et 2011, il y en a 22 qui sont classés comme des enseignants hétérodoxes, c'est-à-dire qui portent une autre pensée. C'est 10%. Vous voyez, donc la pensée dominante, elle est entretenue, véhiculée. Ils veulent former en gros des Jérôme Kerviel, plutôt que de former des gens qui vont aller construire et faire vivre une finance éthique pour l'intérêt de l'humanité. Vous voyez ? Bien, il me reste encore 2 minutes.
La dette. Madame le juge. Alors la dette. Je termine sur la dette parce que là, la dette. Ah ouais, là c'est l'arnaque du siècle. Bon, il me faudra plus de 2 minutes. Hein. J'en prends 5. Allez, 5 minutes. Vous entendez ce couplet sur la dette, hein. Je vais donner 2 citations. Une citation d'un président américain, John Adams, l'un des premiers, 1790, dans les premières années de l'indépendance américaine. Il a dit, John Adams, il y a 2 façons de conquérir et d'asservir un peuple. La première, c'est par les armes, la deuxième, c'est par la dette. Et une autre citation, j'espère que je vais la retrouver, de Michel Rocard. Je vais la retrouver, attendez un peu. Sur la dette. Excusez-moi. Hein. Tu veux que je te tienne le micro ? Je l'ai trouvé, voilà. C'est la piste numéro 8. Michel Rocard. La dette est une construction artificielle créée par des banques avec le consentement des États pour dépouiller les peuples et en faire des esclaves à leur solde. Les gouvernements sont au courant et ils laissent faire. Lui aussi. Oui, peut-être lui. D'accord ? Savoir et laisser faire. Alors, 2 mots sur la dette. Bon, allez, je vais essayer de faire court. On entend un discours catastrophiste sur la dette. La dette aujourd'hui en France est à 2740 milliards d'euros. On a pris 300 milliards avec la pandémie. On sait pourquoi, hein, moins de recettes, et puis les prêts garantis, les fonds de solidarité. Il n'y avait pas d'autre solution que celle-là. Autrement, tout se serait effondré. Le problème, c'est qu'on va nous présenter la facture maintenant. Oui, à nous. Réforme de l'assurance chômage. Hier soir, Macron a dit, si vous me réalisez la réforme des retraites, moi je la fais. Donc on va payer. Si rien ne change, on va payer. Alors, discours catastrophiste et discours culpabilisateur. On vous dit, vous endettez vos petits-enfants, là, vous tous. C'est honteux ce que vous faites. Un bébé est né ce matin à Avignon, il a une dette de 41 000 euros sur la tête à cause de vous. Parce que vous avez voulu la sécurité sociale, les congés payés, les 35 heures, la retraite à 60 ans, l'éducation, c'est fini. Mesdames, messieurs, il n'y a plus de sous. On vit au-dessus de nos moyens. La France n'a plus les moyens de financer son modèle social. Petite parenthèse, en allemand, la dette, ça se dit die Schuld. Hein, quand les Allemands présentent des excuses, ils disent Entschuldigung. Ah oui. Entschuldigen Sie mich, excusez-moi. Et en allemand, il y a un même mot pour traduire la dette et la faute. La dette, c'est une faute. C'est une culpabilité. Vous voyez ? Ça va loin. Ça va loin. Et donc, j'ai dit, mais en 2019, on préparait le budget l'année suivante, on ne savait pas qu'il allait avoir le virus. Et déjà, et ça, ce discours, il est depuis des années par les ministres successifs de tous bords. Attention, la dette française approche des 100%. Attention. Sous-entendu, demain, c'est l'apocalypse. Ça, c'était décembre 2019. Le Covid débarque, tout s'arrête. En mois de juin 2020, 6 mois plus tard, on était à 117% du PIB. Et on est toujours là. Hein, ça va ? Hormis le masque et les vaccins, ça va. La France est là. Et les marchés financiers, ça va bien ? Ça va très bien. Ça va très bien. Aujourd'hui, la France emprunte à taux négatif. Alors, moi, si j'ai un découvert, demain, je vais aller voir mon banquier. Je vais dire, monsieur, je dois changer de voiture, vous pouvez me prêter 22 000 euros ? À taux négatif. À taux négatif. Je le dirai après, parce qu'il va mourir. Il dit, voilà, écoutez, il y a un petit problème de découvert, réglez votre découvert, et puis on vous prêtera. Mais c'est pas possible. Mais l'État est à découvert depuis 47 ans. Le dernier budget équilibré de la France, c'est 1974. Depuis, on a un déficit. Petit au départ. En 80, c'était 20% l'endettement. Là, on est à 117. Et on emprunte à taux négatif. Plus on emprunte, moins on paye d'intérêt. Parce qu'autre chose qui est un mensonge qu'on ne vous dit pas, c'est nous qui remboursons la dette. Ce n'est pas nos petits-enfants. C'est faux, c'est un mensonge de dire ça. La durée de vie de la dette, c'est 8 ans et 7 mois aujourd'hui. Vous voyez ? Donc c'est nous qui la remboursons. Et on fait la queue pour prêter à la France. J'ai assisté à Bercy. Alors c'est un organisme qui s'appelle l'Agence France Trésor. C'est eux qui vendent notre dette. Il y en a qui vendent du pinard, du boudin et des chaussettes. Eux, ils vendent de la dette. Voilà. Eh bien, on fait la queue pour l'acheter. Alors on fait des adjudications. C'est comme affaire conclue, Sophie Davant sur France 2, oui. Ça marche comme ça. Voilà, mise aux enchères. Ce jour-là, on devait emprunter 7,5 milliards, je crois. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? C'est exactement ça.
au plus tard, les enchères devaient être reçues à 14h50 pile. Donc on a assisté devant l'écran. Oui, ils sont devant des écrans comme les traders, hein, et les courbes, des machins, on ne comprend pas tout. Hein. Et donc 14h50, ploup, c'est fini. Et on ramasse les offres. Et ce jour-là, il fallait emprunter 7,5 milliards. On avait 22 milliards proposés. On avait 3 fois ce qu'on mettait en marché. Si les financiers avaient peur, mais ils sauveraient. Mais non, ils courent. On achète la dette française, c'est de la bonne. C'est de la sûre. Parce que la grande différence entre un État et un ménage, il a une durée de vie limitée. Il peut être touché par la maladie, par la perte de revenus, par le chômage, par le décès. Il y a un risque. Mais l'État est éternel, la durée de vie de l'État. Les Britanniques ont fini de rembourser leur dette des guerres napoléoniennes au début du 19e, à la fin du 19e. Voilà. Ils étaient première puissance économique du monde à l'époque. Voilà. Donc, dernière chose, et je termine là-dessus, mais ça serait, je reviendrai pour le prochain bouquin, ça sera mon sujet de prochain bouquin. La dette publique, c'est un mensonge. Donc, on ne rembourse pas le capital. On paye des intérêts. C'est comme si la France était chez Cofinoga ou CTLM. Vous avez un crédit revolving permanent. C'est vrai. C'est ça, hein? Ouais. On tire un emprunt et on paye de l'intérêt. On achète le droit d'avoir de l'argent. Cette année, on a payé 39 milliards d'euros d'intérêt, 39 milliards. Hein. C'est le 3e budget de la France. Le premier, c'est l'éducation, 72 encore. Après, c'est la défense, 40 et quelques. Et le 3e poste de dépense, c'est les intérêts de la dette. Ça vous dit? L'an prochain, on va rembourser 38,4 milliards d'euros d'intérêts. Alors, est-ce qu'on va arrêter d'emprunter? Niet. On va réemprunter 260 milliards. On a emprunté cette année 260. L'an dernier, 2020, on a emprunté 260. Et l'an prochain, nous allons réemprunter 260 milliards sans aucune difficulté. Aucune difficulté. Voilà, j'arrête là-dessus, mais j'aurai encore 3-4 choses à dire. Mais en fait, l'État ne rembourse pas sa dette. Ça porte un nom, il la roule. Fait rouler la dette. C'est « roule ta dette ». Il y a une chanson au carnaval nacarquois, c'est... Enfin, il y a une chanson, ça me fait penser à ça, mais je ne peux pas la dire. C'est un peu trivial, hein, voilà. Mais on roule la dette et on paye l'intérêt chaque année. Alors, tant qu'on peut payer l'intérêt, les marchés financiers sont contents. Ils sont très contents. Voilà, j'arrête là pour l'instant. Je crois qu'on peut remercier Eric.